Il m'appartient de vous accueillir. Laurent est retenu à l'Hôtel de Ville avec la journée de l'Europe, mais l'Europe est partout. Et je dirais aujourd'hui qu'il faut qu'elle soit encore plus que partout chez nous, compte tenu de ce qui s'est passé outre-Manche. Là, ce n'est pas le moment de tergiverser, il faut accélérer, qu'ils aient envie de faire la course derrière nous. Monsieur le ministre, je suis heureux de vous voir à côté de Nadine Morano, qui nous représente au Parlement européen. Je voulais vous rappeler les liens qui unissent votre land et votre ministre-présidente que nous connaissons bien, que nous apprécions. La politique que vous développez sur le mandat du gouvernement fédéral pour imaginer des formes nouvelles de culture franco-allemande et allemande-française sont aujourd'hui des choses qui nous vont droit au cœur. Il n'y a pas de politique sans histoire, sans mémoire. Notre jumelage avec Karlsruhe, je ne serai pas à l'anniversaire, mais je serai au mois de juin, puisque Karlsruhe va fêter ses 300 ans d'existence. Et puis nos relations avec Liège, nos relations avec Newcastle, mais aussi avec Padoue et avec la Pologne, nous mettent aujourd'hui au cœur du dispositif européen, même si nous avons des relations internationales beaucoup plus éloignées. Sur ces bases, aujourd'hui, nous sommes maintenant une grande région. Alors j'espère que la Sarre ne nous regarde pas maintenant, on était déjà, mais la force de la Sarre dans son histoire, dans sa culture, dans ses relations souvent tendues, souvent privilégiées avec notre pays, font que nous avons beaucoup de choses nouvelles à faire ensemble. Vous avez certainement remarqué que dans le nouveau découpage des régions françaises, nous étions la région qui avait le plus grand périmètre transfrontalier, je dirais plutôt, moi, mitoyen, avec des pays d'Europe, toute la Wallonie, avec le Luxembourg, avec votre land, avec la Rhénanie-Palatinat, avec le Bade-Wurtemberg par Karlsruhe et le Rhin supérieur jusqu'à Bâle, et nous faisons donc un arc de cercle européen. C'est à la fois un défi, alors on peut le vivre comme un défi et comme un peu de frilosité. Moi je pense au contraire que c'est une chance. D'abord aujourd'hui c'est la présence à la fois de frontaliers qui vont en Sarre, d'un plus grand nombre de frontaliers, près de 100 000, qui vont travailler tous les matins au Luxembourg. On voit donc bien qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, je dirais, dans cette zone de mitoyenneté exceptionnelle, est des choses sur lesquelles nous devons avoir un regard novateur, y compris dans notre campagne électorale pour les élections régionales. Et nous devons arriver avec des propos innovants, fondateurs d'une nouvelle étape dans la construction politique de l'Europe. Je disais, je racontais que moi j'ai un peu d'histoire dans ma vie personnelle, de fédéraliste européen, d'une ouverture et du travail avec des personnalités comme Spinelli ou Étienne Hirsch ou tant d'autres. Mais c'est cette culture aujourd'hui qui force, je dirais, et on a entendu, pardon, ça rappellera quelques souvenirs, mais vous avez tous lu le petit bouquin de Giscard sur Europa, lisez-le attentivement. C'est aujourd'hui une source d'expérience, et lui qui a joué un rôle très important, fondateur dans ce qui est aujourd'hui notre façon de vivre ensemble. Il faut aujourd'hui prendre la mesure du temps, et ce sera ma conclusion. Quand tout bouge, ceux qui restent inertes sont des perdants. Et par conséquent, il faut bouger quelquefois très vite, alors que ce n'était pas prévu. Il faut s'adapter et il faut aller avec audace de l'avant. Plus d'Europe aujourd'hui, c'est impérieusement nécessaire. Le Premier ministre anglais a géré d'abord des Écossais qui ne sont pas tout à fait faciles. Il a géré une promesse électorale, mais nous, on ne doit pas attendre
que l'Angleterre mette sur la table toute une série d'exigences pour toujours négocier. Donc il faut que ce soit nous qui les attirions, et c'est parce que nous aurons une vision populaire, ambitieuse des gouvernements, des parlements et des députés européens, qui, je le signale souvent, ce sont eux qui, en France, nous envoient au moins la moitié des directives européennes que nous devons transmettre et transformer sur le plan de la législation française, ce qui n'est pas toujours facile, car souvent, les directives européennes sont négociées entre sensibilités politiques, sociodémocrates, démocrates chrétiens, et elles arrivent sur notre système législatif binaire, un peu brutal, qui n'est pas tout à fait forcément, et ça mérite réflexion, adapté à l'évolution des temps. Bienvenue dans le Grand Nancy, bienvenue à Nancy, mes amitiés chez vous, et on est venu vous écouter, Nadine et vous, avec beaucoup de sympathie, beaucoup de façons de co-construire ensemble ce jour qui, ne l'oublions pas, est la fête de l'Europe. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Nadine, Monsieur le Président, cher André Rossino, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'UMP, je vous remercie cordialement pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette journée de l'Europe. Chère Nadine, je vous félicite pour votre initiative européenne. C'est en même temps un symbole fort de l'amitié franco-allemande. Et c'est aussi un symbole fort de notre amitié politique. Monsieur Rossino, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et merci surtout pour tout ce que vous avez fait pendant votre vie politique pour l'amitié franco-allemande et pour l'Europe. Cette journée renforce nos liens d'amitié. Cette journée souligne l'entente de nos deux partis. Cette journée affiche notre appartenance à la même famille politique. L'UMP et la CDU, nous partageons les mêmes valeurs et nous partageons les mêmes buts politiques. La France et l'Allemagne, agir ensemble pour l'Europe. Ça, mes chers amis de l'UMP, ça, c'est notre devoir commun. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être parmi vous en tant que ministre des Affaires européennes du Land de Saar, mais aussi en même temps en tant que vice-président du CDU en Saar. Le Land de Saar est une passerelle entre l'Allemagne et la France. Elle est comme un sismographe des relations franco-allemandes. Nous, les Sarrois, nous comprenons les Français, même si nous ne maîtrisons pas toujours couramment le vocabulaire et la grammaire. Nous comprenons les Français parce que notre proximité avec la France n'est pas seulement d'un caractère géographique, mais également humain. Et inversement, ceci vaut également pour la Lorraine et aussi pour l'Alsace. Notre région frontalière Sarro-Lorraine abrite de nombreuses institutions et centres de compétences au niveau franco-allemand. Nulle part ailleurs, entre Paris et Berlin, le bilinguisme est aussi répandu dans les crèches et dans les écoles que dans notre région frontalière. C'est un réseau étroit de coopération franco-allemande. En tant que région frontalière, nous étions et nous sommes à tout moment une jonction entre nos deux peuples. Le rapprochement entre l'Allemagne et la France se produit surtout le long des frontières. Considérons-le comme une responsabilité commune. Considérons-le comme une mission particulière de la Sarre et de la Lorraine. La Lorraine et la Sarre agir ensemble pour l'amitié franco-allemande. La Lorraine et la Sarre agir ensemble pour l'Europe.
Ça, chers amis, c'est notre devoir commun. C'est pour moi à la fois un honneur et une chance de développer cette mission transfrontalière entre nos deux régions. Refaire le chemin de la réconciliation franco-allemande encore et toujours, profiter des riches expériences de la proximité géographique et humaine pour faire de la Sarre et de la Lorraine un centre de l'entente franco-allemande, pour faire de la Sarre et de la Lorraine une région européenne de référence. Voilà mon but. En tant que ministre des Affaires européennes, en tant qu'enfant de notre région frontalière et en tant que membre d'une famille franco-allemande. Comme ma femme est française et comme nos enfants ont la double nationalité, l'Allemagne et la France, pour moi, c'est bien plus qu'un simple sujet politique. Pour moi, c'est un fil conducteur de ma vie. Pour moi, le franco-allemand, c'est vraiment une affaire de cœur. « 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'amitié franco-allemande est aujourd'hui une réalité. Mais est-ce qu'elle est également une évidence? Je suis convaincu que chaque génération doit reconnaître et découvrir de nouveau l'importance de l'amitié franco-allemande. Le partenariat entre l'Allemagne et la France nous offre la chance de nous compléter mutuellement avec nos forces respectives. Et elle reste le fondement de l'intégration européenne. La langue est l'élément central de la compréhension et de la communication entre nos peuples. La France et l'Allemagne sont intégrées économiquement comme jamais. Elles constituent le moteur d'espoir de l'Union européenne. Les langues apportent une vraie valeur ajoutée pour les citoyens. Elles donnent accès au marché de l'emploi, au système éducatif, à la culture, mais également à de bonnes rencontres avec le voisin. C'est donc avec d'autant plus d'inquiétude que je prends connaissance des plans actuels de la réforme du collège, visant à affaiblir les compétences européennes et le profit des langues dans les collèges. Cela va, pour ainsi dire, à l'encontre de nos efforts et dévalorise les investissements à long terme dans la matière grise. C'est justement la langue qui est le moyen pour atteindre l'intégration. Amputer cet acquis républicain, cela ne signifie pas plus, mais moins d'intégration. À mon avis, cette décision est une atteinte socialiste à la coopération franco-allemande. L'année dernière, le gouvernement de la Sarre a adopté la stratégie France du Land de Sarre. Cette stratégie France est l'initiative phare de notre land. L'objectif est de faire de la Sarre un espace plurilingue performant d'empreinte franco-allemande. Le français prendra place comme langue véhiculaire supplémentaire, aux côtés de l'allemand en tant que langue de l'administration et de l'éducation. Nous souhaitons faire de la Sarre le premier land plurilingue de la République fédérale d'Allemagne. À l'aide de la stratégie France, le gouvernement du Land de Sarre souhaite faire du Land de Sarre une région européenne de référence dans l'esprit des accords de Lisbonne de l'Union européenne. Notre stratégie France s'inscrit dans une perspective à long terme, mais nous avons déjà commencé par la mise en œuvre de mesures favorisant l'apprentissage du français. On ne commence pas à zéro. Dans nos crèches et dans nos écoles maternelles, l'apprentissage du français est déjà prioritaire. Au CE2 et au CM1,
de toutes nos écoles primaires en Sarre, les enfants apprennent le français. De bonnes qualifications professionnelles sont un investissement dans l'avenir, dans un avenir commun. Nous avons déjà beaucoup avancé, mais il y a encore du chemin à parcourir. Par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle. Madame Morano, en tant que ministre et puis en tant que députée au Parlement européen, vous êtes convaincue de l'importance de la formation professionnelle. Surtout de l'importance de la formation professionnelle dans le franco-allemand. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre engagement très important pour les jeunes de nos deux pays. Depuis 30 ans, nous pouvons vivre chaque jour la liberté de circulation fixée dans les accords de Schengen. Environ 20 000 Lorrains viennent en Sarre pour travailler. Dans la grande région Sarre-Lux, nous avons plus de 200 000 travailleurs frontaliers. Nous avons le plus grand marché de l'emploi intégré dans l'Union européenne. C'est une vraie situation gagnant-gagnant, une opportunité que nous devons saisir. En juin 2014, la Sarre et la Lorraine ont signé une convention cadre sur l'apprentissage transfrontalier. Aujourd'hui déjà, on peut se servir de ce dispositif pour fréquenter un établissement de formation professionnelle dans sa région d'origine et acquérir les compétences pratiques dans une entreprise du pays voisin. Il y a déjà les premiers apprentis transfrontaliers. J'encourage fortement les jeunes à saisir cette occasion qui s'ouvre dans notre région frontalière. Mesdames et messieurs, quand en décembre 2012, le prix Nobel a été conféré aux citoyens de l'Union européenne, une chose a été soulignée continuellement. Le fait que l'Union européenne soit devenue un projet exceptionnel de paix et soit principalement le mérite de la réconciliation franco-allemande. À l'avenir, je souhaite que la France et l'Allemagne soient capables de comprendre le bouleversement mondial résultant de l'émergence de la Chine et de l'Inde. Et je souhaite que nous soyons capables de nous en servir comme d'un levier pour forcer le destin européen, notre destin européen. Robert Schuman l'a déjà exprimé il y a 65 ans. Il a dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Au début du XXe siècle, 1/5 de la population mondiale était des Européens. À la fin de notre siècle, ils ne seront que 4%. Si nous souhaitons faire valoir nos idées et notre style de vie européen à l'avenir, cela ne sera possible que si nous coopérons beaucoup plus étroitement. Et ce, très concrètement dans la politique étrangère et de défense, ainsi que dans le monde numérique et par rapport à la cybersécurité. Chaque État seul ne pourra pas faire face. Seule l'union fait la force. Mesdames et messieurs, chers amis de l'UMP, travaillons ensemble pour la coopération de l'UMP et de la CDU. Travaillez ensemble pour renforcer les liens entre l'Allemagne et la France, pour renforcer l'amitié franco-allemande. Travaillons ensemble pour une Union européenne qui soit capable de faire face aux défis de notre siècle. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe!
Vous avez vu que j'avais vraiment eu raison de l'inviter. Je connaissais ses qualités et je voudrais rappeler, puisqu'il nous parlait de nos liens d'amitié entre l'UMP et la CDU, c'est que nous avons un parcours similaire, puisque Stéphane a été aussi responsable des jeunes de la CDU. Moi, j'ai été responsable des jeunes à l'époque du RPR. Et c'est vrai que nous avons ce parcours qui s'est construit d'abord par un engagement chez les jeunes, et je voudrais les saluer parce que nous avons des jeunes de l'UMP qui sont là, mais nous avons aussi des jeunes de la CDU qui nous sont venus d'Allemagne et qui ont accompagné Stéphane. Ils sont là, je voudrais les remercier d'être là, et je leur demanderai tout à l'heure de monter sur la scène pour les hymnes nationaux. Alors, Stéphane a très bien dit quelle était la stratégie de la Sarre à l'égard de notre grande région, à l'égard également de la Lorraine. Quand on voit les chiffres qui sont importants, puisque nous avons 200 000 transfrontaliers dans la grande région Sarre-Lorlux qui passent la frontière pour travailler chaque jour. La réalité aussi des chiffres, parce que j'entends souvent faire le procès de l'Europe. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue le bouc émissaire de toutes nos difficultés, notamment, par exemple, en France. Et la réalité, c'est que quand on regarde aussi d'autres chiffres, cher Stéphane, c'est que en Sarre, le taux de chômage des jeunes, il est de 8% chez vous. En Lorraine, le taux de chômage des jeunes, il est de 22%. Alors, on accuse l'Europe de tous les maux. On lui prête ce qualificatif d'austérité. On nous fait croire que l'Europe est responsable de tout, de la crise et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Faux. L'Europe n'est pas responsable de la situation économique de la France. La responsabilité de la mauvaise santé économique de la France, c'est d'abord le gouvernement conduit par François Hollande. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que les choix politiques qui sont faits dans notre pays, je pense par exemple au fait que le ministère de l'apprentissage et de la formation professionnelle que Nicolas Sarkozy avait mis en place pour justement mettre en œuvre une politique de développement de l'apprentissage à l'instar de ce qui se fait en Allemagne. Et d'ailleurs, s'il m'avait confié ce portefeuille, il l'avait fait à dessein, puisqu'il savait que j'étais lorraine et que, fatalement, je connaissais le développement des formations par alternance en Allemagne et surtout leurs bons résultats. Je me rappelle à l'époque d'avoir fait plusieurs déplacements, notamment en Allemagne, lorsque je suis allée à l'invitation d'Ursula von der Leyen visiter, lorsqu'elle était ministre en charge de l'emploi, visiter le centre de formation à Berlin. Et à Berlin, centre de formation intégré à l'usine de construction des motos, il faut savoir que le directeur de l'usine, 2500 salariés, a commencé par l'apprentissage en Allemagne. La réalité, c'est qu'en France, alors que Ursula von der Leyen était venue, alors en revanche, lorsqu'elle était ministre de la Famille, prendre exemple sur notre politique familiale, elle nous avait bien expliqué quels étaient les avantages du développement des formations par alternance. Chers amis, j'avais engagé, à l'époque où j'étais ministre, 1,5 milliard d'euros pour le développement des formations par alternance. En Lorraine, j'ai signé un contrat d'objectifs et de moyens de 70 millions d'euros au titre de l'État et la région Lorraine de 70 millions d'euros aussi pour le développement des formations par alternance. Eh bien, que se passe-t-il? Les formations par alternance et l'apprentissage est en recul massif, dangereux. Et le choix politique qui a été fait, et dont on sait très bien que ça ne fonctionne pas, c'est le dispositif des emplois d'avenir. Les fameux emplois jeunes de Lionel Jospin. Alors, on nous met des jeunes vers des filières dont on sait qu'il n'y a pas de débouché, dont on sait qu'il n'y aura pas de contrat à la sortie, mais on méprise, je le dis, et j'utilise ce mot vraiment à dessein, on méprise le développement de l'apprentissage dans notre pays. La preuve, c'est que François Hollande en a supprimé le ministère, c'est qu'aujourd'hui, le développement de l'apprentissage est dilué dans le ministère de l'Emploi et qu'il a eu le culot, disons-le,
le culot de dire au cours de sa dernière conférence de presse, quand il a été, même pas en conférence de presse, lorsqu'il nous a fait le choix de Canal+, c'est le supplément de Canal+, de venir nous expliquer que le taux de chômage des jeunes était insupportable et qu'il fallait développer l'apprentissage. Lui qui a tout fait pour supprimer les aides aux entreprises et qui a supprimé ce ministère, il nous explique qu'aujourd'hui, le bon exemple, c'est celui de l'Allemagne. Et donc, on voit bien que dans notre pays, il y a une politique totalement incohérente sur le développement de l'emploi. Nous avons beaucoup de chantiers à initier avec l'Allemagne. Je le dis parce qu'au Parlement européen, et je vous parlerai du fait de l'atteinte très forte de l'influence de la France aujourd'hui, nous avons besoin de travailler sur des sujets qui nous sont indispensables et qui doivent nous mener à être à nouveau le moteur et la locomotive de l'Union européenne, à savoir la fiscalité. Nous avons besoin d'une convergence fiscale avec l'Allemagne. Nous ne pouvons pas faire une convergence fiscale à 28. Nous devons avoir ce qu'on appelle une Europe des cercles, une Europe qui permet de tirer les autres pays vers le haut. Alors, Stéphane a parlé à juste titre de cette atteinte socialiste à l'amitié franco-allemande à travers la réforme du collège menée par le gouvernement. Je vous le dis, cette réforme est un scandale. Elle est un scandale, pourquoi ? Parce que vouloir supprimer les classes bilingues, sous prétexte que ces classes auraient été réservées qu'à 25% des élèves qui les choisissent et donc ferait par là signe d'un élitisme en France, montre que ce gouvernement n'a qu'une stratégie, c'est le nivellement par le bas. Et ça, c'est un scandale, je le dis. Le nivellement par le bas, mais ne vous inquiétez pas, parce que nivellement par le bas, mais c'est avec aussi le fait qu'il y aura quand même dans les établissements privés, ceux qui souhaitent développer l'enseignement des langues étrangères dans les établissements privés le feront. Mais ça, la gauche caviar, vous savez, le sait très bien. Et quand il s'agira de développer l'enseignement des langues pour leurs enfants, ils choisiront les établissements privés au détriment de l'enseignement public. Et moi, je souhaite que cette réforme, eh bien, nous menions tous ensemble des coups de boutoir pour que le gouvernement soit obligé de reculer. J'ai moi-même co-signé avec pratiquement 194 parlementaires européens et nationaux la lettre de Bruno Le Maire, qui a écrit au président de la République pour demander le retrait de cette réforme. Nous devons absolument l'obtenir. D'ailleurs, même les socialistes, au premier rang desquels, d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre du gouvernement de François Hollande, avait fait part de sa grande inquiétude par rapport à l'enseignement de l'allemand. Mais mes chers amis, si l'allemand et l'enseignement de l'allemand est en danger dans notre pays, il n'y a pas que l'allemand qui est en danger. J'ai écrit à la Commission européenne pour signifier mon désaccord par rapport au fait que le français, je vous rappelle que les 3 langues officielles de la Commission européenne, c'est le français, c'est l'allemand et c'est l'anglais. Quand vous regardez les sites internet de nos institutions des directions générales, 50% de ces sites internet sont exclusivement en anglais. Si vous cherchez, vous, citoyens français, des informations sur Frontex pour savoir quelles sont les politiques menées sur la protection de nos frontières extérieures, si vous n'avez pas la chance d'être bilingue, je vous conseille de vous rapprocher de la Commission européenne pour leur dire aussi que vous êtes choqués de voir que l'Union européenne, qui devrait se rapprocher des citoyens, eh bien, fait tout pour s'en éloigner. Et ça n'est pas acceptable. D'ailleurs, les journalistes qui sont attachés au Parlement européen ont écrit, eux aussi, une lettre et nous ont sensibilisés sur cette question. Les communiqués de presse qui émanent de la Commission européenne sont tous, même quand ils parlent de la France, rédigés en anglais. Donc, à un moment, il faut respecter les traités, respecter les pays qui sont à l'origine pays fondateurs de l'Union européenne, parce que le multilinguisme, c'est important aussi pour rapprocher l'Union européenne de l'ensemble de ses citoyens. Et donc, nous devons défendre l'allemand, mais nous devons aussi défendre le français dans l'exercice des institutions de l'ensemble de l'Union européenne.
Il vient d'y avoir des élections en Grande-Bretagne. David Cameron, contre toute attente, a gagné ces élections, beaucoup plus haut la main que ce que les instituts de sondage, qui d'ailleurs se sont tous trompés, avaient fait comme prédiction. La réalité, c'est qu'au cours de cette campagne, il a annoncé qu'il ferait un référendum sur l'Union européenne. Alors, moi, je veux vous dire, il a, au cours de son discours hier, dit que de toute manière, au cours de ce référendum, il fera un référendum pour soutenir et pour rester dans l'Union européenne. Mais à plusieurs conditions. Parce que, chers amis, la réalité, c'est que nous sommes attachés à l'Europe. Mais l'Europe peut mieux faire et l'Europe doit mieux faire. On ne peut pas aujourd'hui avoir un espace Schengen de libre circulation des personnes et des biens et avoir des frontières extérieures qui soient aujourd'hui de véritables passoires. La réalité, et rappelons d'ailleurs que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'espace Schengen et vit aujourd'hui des difficultés similaires à d'autres pays. La réalité, c'est que la faiblesse de l'Union européenne, ce sont ses frontières extérieures alors qu'elle s'est dotée d'un espace de circulation intérieur. Vous voyez ce que nous sommes amenés à vivre avec les vagues migratoires qui nous arrivent d'Afrique et dont on voit bien que si l'Union européenne se contente d'envoyer un seul message, celui du sauvetage en mer, mais celui qui n'est pas d'une intervention dans les pays où il y a des difficultés, je peux vous dire que la situation ne va faire que s'aggraver. La réalité, c'est que nous ne pourrons pas accueillir tous ceux qui veulent venir sur le territoire européen. La réalité, c'est qu'il vaut mieux des camps sous l'égide de l'ONU, sécurisés dans les territoires, je pense au Liban, je pense aussi à la Jordanie, à qui l'Union européenne doit apporter son aide, parce qu'aujourd'hui, ils accueillent plus d'1 million de personnes. Mais il vaut mieux des camps sécurisés des Nations Unies, à proximité de leur pays, ces personnes qui sont déracinées, qui n'ont d'ailleurs qu'un objectif, c'est de pouvoir rester chez eux, plutôt que d'avoir des bidonvilles partout sur le territoire. Regardez ce qui se passe en banlieue parisienne. La réalité, c'est que près de la gare du Nord, vous avez des camps de personnes en situation illégale qui vivent dans des conditions humaines désastreuses et le pays des droits de l'homme ne peut pas rester dans une situation telle que celle-là. Donc si nous sommes en mesure d'accueillir, il faut accueillir véritablement. C'est pourquoi je dénonce la phrase prononcée par M. Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, qui fait une incitation à la demande d'asile politique en France. Regardez ce qu'il a déclaré à Calais. C'est un message extrêmement négatif qui peut créer un appel d'air à l'immigration illégale massive. Pourquoi dire à ces migrants qui sont en situation illégale, déposez donc une demande d'asile en France? Ça veut dire qu'à tous ceux qui nous écoutent, venez en France, vous pourrez demander des droits d'asile, alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir un délai d'instruction de pratiquement 2 ans, et que ceux qui sont en situation irrégulière, avec un dossier qui est rejeté, eh bien seulement 1% vont quitter le territoire. Donc nous devons revoir notre politique d'asile, et nous devons intervenir parce que l'Union européenne sait être forte et performante quand elle le veut. Je voudrais vous citer le dispositif Atalante. Le dispositif Atalante, c'est l'Union européenne qui met ses forces en commun, et la France a une frégate, a un hélicoptère, pour intervenir à l'endroit de la Corne de l'Afrique, à proximité du Soudan, pour lutter contre la piraterie maritime. Et ça marche très bien. Il y a 1800 militaires qui travaillent ensemble et qui mettent leurs forces ensemble. Je pense aux Allemands, cher Stéphane, je pense aux Espagnols, je pense aux Italiens. Et avec ce dispositif, nous avons réussi à lutter contre la piraterie maritime. Nous devons donc transposer le même dispositif pour intervenir vers les côtes libyennes et intercepter les bateaux de passeurs qui veulent faire venir des migrants dans des situations calamiteuses dont on sait que c'est au péril de leur vie. Le devoir de l'Union européenne, ça n'est pas de laisser la Méditerranée continuer à être un cercueil. Le devoir de l'Union européenne, c'est d'accueillir dignement des migrants quand elle le peut, mais c'est aussi d'intervenir pour empêcher
le trafic des humains, le trafic humain qui se passe aujourd'hui avec les passeurs. On nous dit, les bateaux, voilà, ils partent de Libye, il faut faire quelque chose. Non, non, attendez, il ne faut pas oublier que chaque État doit prendre sa responsabilité. Et là, je pense à la Tunisie, qui organise aussi, il y a des bateaux de passeurs qui partent de Tunisie et dont on sait qu'il y a de la corruption dans certaines forces de police. Je demande donc aussi aux États, chaque État doit prendre sa responsabilité s'agissant de mettre fin à ce qui est devenu maintenant une rente importante pour ceux qui pratiquent ces passages de migrants désespérés vers l'Union européenne, croyant qu'ils vont quitter la misère pour trouver un Eldorado qui malheureusement ne trouveront pas. Donc nous devons intervenir avant pour mettre fin, ça sera difficile, je vous l'accorde, à ces trafics de passeurs. Nous devons détruire les bateaux qui sont des rafiaux lorsqu'ils sont vides avant à quai. Nous devons aussi intervenir, et là la France a toute sa place à mener avec ses partenaires et notamment l'Allemagne, s'agissant de la Libye, parce que j'ai entendu le procès incroyable fait par François Hollande et ses amis socialistes en accusant Nicolas Sarkozy d'être intervenu en ce moment-là, il y a 3 ans, en Libye. Nous avons épargné un bain de sang à Benghazi et j'étais au gouvernement à cette époque-là. Je me rappelle très bien qu'il y avait eu la mise en place d'un comité de transition. Donc ce comité de transition existait. Il y a eu des élections en Libye et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons quitté le pouvoir et qu'en 3 ans, il ne s'est rien passé. Donc, si nous voulons améliorer la situation, eh bien, c'est aussi au Conseil européen, c'est aussi aux chefs d'État à prendre leurs responsabilités pour intervenir là où est la source des difficultés, c'est-à-dire vers les pays d'origine de ces migrants. N'oublions pas non plus, on ne le cite pas suffisamment, que ceux qui arrivent de l'Érythrée, qui est un pays vraiment où se produit une dictature insupportable et inhumaine, c'est d'Érythrée qu'arrivent beaucoup aussi de migrants. Donc voilà, la communauté internationale doit se poser des questions, de savoir si par moment l'ingérence ne serait pas la solution pour pouvoir développer des élections démocratiques. Donc la citation à l'asile développée par le ministre, non. Je vous rappelle qu'en termes de chiffres, il y a une explosion des demandes d'asile, 44% de demandes d'asile supplémentaires. Il y a environ le triplement de l'immigration illégale dans notre pays. Alors vous voyez, il faut arrêter de dire que l'Europe est responsable de tout. L'Europe peut simplement mieux faire, et mieux faire, la priorité qu'elle doit se donner, c'est de consolider ses frontières extérieures. Et pour cela, eh bien, il faut que les États se donnent les moyens. L'Italie ne pourra pas faire face seule. La Grèce ne pourra pas faire face seule. Et donc, quand j'entends le discours qui consiste à dire, notamment du côté du Front National, il faut quitter l'Union européenne, croyez-vous qu'il serait à la fois réaliste et efficace de remettre des postes frontières sur notre territoire? D'ailleurs, quand on pense aux travailleurs transfrontaliers, je peux vous dire qu'il y en a qui sont heureux qu'il n'y ait plus de postes transfrontaliers, c'est bien de postes frontières, c'est bien les travailleurs transfrontaliers. Donc nous devons consolider nos frontières extérieures. Pour cela, il faut que chacun y mette les moyens. Je vous le dis, j'ai voté contre des amendements au Parlement européen cette semaine qui demandaient la répartition par quota des migrants qui arrivent sur le territoire européen. Je trouve que ces amendements qui consistaient à vouloir répartir tant de pourcentage de migrants en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, est totalement irréaliste. Comment voulez-vous répartir des quotas de migrants dès lors que vous êtes dans un espace ouvert comme l'espace Schengen? C'est irréaliste et c'est stupide. Donc, il ne sert à rien de répartir les personnes en situation d'immigration. Ce qu'il faut, c'est d'abord avoir une politique d'asile commune, une politique d'accueil commune. Et quand M. Cameron a dit qu'il ferait son référendum en demandant à ce que
il reste dans l'Union européenne, mais que soient modifiées les règles de circulation intra-l'espace européen pour modifier la circulation des personnes en situation d'immigration, il a posé le véritable problème. Et le langage de vérité a payé à travers ce scrutin, parce qu'ils ont gagné les élections et parce qu'ils veulent aussi réguler l'immigration qu'ils sont en train de vivre. Et quand vous interrogez beaucoup de Français, le problème du vote extrême aujourd'hui, le problème du vote extrême vient des difficultés sociales, mais vient aussi du fait que nous n'apportons pas une réponse concrète par rapport à ces problèmes migratoires. Donc il faut avoir le courage de le dire. Si nous voulons continuer à servir l'Europe, à développer l'Europe, nous devons trouver les solutions adéquates à la situation que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire tout simplement, et je le répète, mettre les moyens sur la politique d'immigration. Alors, l'Europe est encore faible sur la politique étrangère commune, l'Europe est faible sur la politique de défense commune, et être seul, sortir de l'Union européenne, ça voudrait dire que quand nous devons intervenir, la France veut intervenir sur des théâtres extérieurs, eh bien, elle ne pourrait plus mutualiser ses moyens comme nous le faisons avec les Allemands, comme nous le faisons d'ailleurs avec la Grande-Bretagne. Ce serait une faute majeure. Nous avons besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe plus forte, d'une Europe beaucoup plus efficace. Alors je compte sur vous pour être des messagers de l'Union européenne et de ne pas continuer le discours facile, de facilité qu'on entend au quotidien, soit l'Europe est le bouc émissaire de toutes nos difficultés, soit l'Europe est l'otage de ceux qui sont des populistes. Donc, à nous d'avoir un discours responsable, un discours médian, un discours non pas d'euro-béat, mais d'euro-pragmatique, de ceux qui veulent continuer à construire cet espace, parce que quand même, et j'en terminerai par là, mes chers amis, vous savez, André Rossino me disait tout à l'heure, c'est bien que tu sois au Parlement européen, parce que c'est vrai que c'est à la fois intéressant et c'est un niveau... Pour ceux qui ont eu déjà la chance d'y venir, et je reçois des groupes régulièrement, et vous y êtes les bienvenus. Quand je suis à l'intérieur de cet hémicycle, qui est le plus grand au monde après celui de la Chine, c'est la seule assemblée multinationale élue au suffrage universel. Et quand vous avez dans cet hémicycle les représentants de 28 pays, qui partagent ensemble l'ambition d'une même destinée, et celui d'abord, qui nous paraît normal et ne même pas être un luxe aujourd'hui, qui est celui de la paix, de cet espace de paix que nous vivons. Je crois que c'est quelque chose dont il faut qu'on s'empare au quotidien pour le transmettre aux nouvelles générations. Je pense que c'est cela qui est important. On a des divergences. On a des améliorations à faire. On ne pourra pas construire l'Europe d'une manière parfaite. Mais l'Europe a ce mérite d'exister. Et j'appartiens à la première génération qui n'a pas connu la guerre. Je voudrais que nos enfants ne la connaissent jamais et que toutes les générations qui vont suivre ne la connaissent pas non plus. Alors je vais vous dire, nous avons beaucoup à construire avec la SAR. Nous avons beaucoup à construire entre l'UMP et la CDU. Nous le faisons au quotidien et avec la nouvelle UMP qui va se transformer demain en républicains, les républicains, nous aurons un pilier très fort sur la politique européenne avec le renforcement des partis amis pour lesquels nous avons de l'attachement mais aussi des convictions communes partagées pour travailler sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc nous le ferons et je vous invite évidemment à partager cette ambition importante. Alors je voudrais vous dire aujourd'hui, vive l'Europe, vive l'amitié franco-allemande qui est de cœur pour nous et vive la France. Avant de mettre les hymnes, nos hymnes nationaux, je voudrais demander à Stéphane de monter et de me donner